Juste ici, entre la mégalopole du Nord et la Floride en plein essor, s'étend une zone de 800 km de noirceur. En regardant les lumières, on se demande pourquoi la côte sud-est américaine est-elle si incroyablement vide. Pendant des siècles, cette zone a été évitée pour une raison terrifiante. Ce n'était pas la chaleur, ce n'était pas l'économie. Elle était gardée par une armée de moustiques presque invisibles. On a tendance à voir le paludisme comme un problème tropical, mais les archives coloniales confirment que pendant plus de 200 ans, le sud-est américain était un champ de mines biologiques. Le coupable était le moustique Anophel, et il ne se contentait pas d'agacer les gens, il les décimait. Les historiens et les archives médicales appellent cette période la saison des maladies. De mai à octobre, le taux de mortalité était si catastrophique que les nouveaux arrivants affrontaient une épreuve sinistre appelée l'acclimatation. Si vous emménagiez à Charleston ou Savannah au XVIIIe siècle, vos chances de mourir dès la première année étaient terriblement élevées. Certaines décennies, l'espérance de vie des immigrés européens sur cette côte chutait à seulement 40 ans, des chiffres comparables au Moyen Âge. Cette barrière biologique est la clé pour comprendre pourquoi la côte sud-est est restée vide alors que le nord bâtissait des villes denses. On ne peut pas bâtir une métropole moderne quand la population tente d'échapper au mode survie chaque été. La menace était si grave qu'elle a forcé le gouvernement américain à prendre des mesures sans précédent. Voici un fait que la plupart des gens ignorent. Le CDC, les Centres pour le contrôle des maladies, n'a pas été fondé pour combattre la grippe ou les maladies cardiaques. Il a été établi à Atlanta en 1946 avec une mission principale, éradiquer le paludisme du sud des États-Unis. Il a fallu une campagne fédérale massive utilisant le DDT et des projets de drainage pour enfin vaincre l'insecte dans les années 50. Bien sûr, la région a d'autres ennemis. C'est un labyrinthe hostile d'îles barrières sablonneuses et de marécages étouffants qui faisaient de l'agriculture et de la construction un cauchemar logistique. Pire encore, elle se trouve en plein dans la ligne de mire de l'allée des ouragans où les tempêtes pouvaient et ont pu anéantir des décennies de progrès en une seule nuit. Mais ne vous y trompez pas, la géographie et le vent n'étaient que des obstacles. Le moustique était le bourreau. Les marécages sont toujours là, mais le paludisme a disparu. Pourtant, la carte reste vide. Cette tache sombre est une cicatrice durable laissée par ce minuscule prédateur et la vraie raison pour laquelle la côte sud-est américaine est si incroyablement vide aujourd'hui. Selon les Nations Unies, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde en 2023. Peux-tu deviner où se situent les États-Unis d'Amérique dans ce classement? À la 3e place. Et les États-Unis sont le 4e plus grand pays en termes de taille. Ils occupent environ 6% de la masse continentale de la Terre, un espace suffisant pour les 335 millions de personnes qui y vivent. Pas vrai? Inutile qu'ils se concentrent dans une seule région. Enfin, nous allons voir ça. Von dem tanzenden Roboter. La population des États-Unis est répartie de façon assez inégale. Traçons une ligne en plein milieu du pays. Elle va du Dakota du Nord au Texas. Après avoir entré les données de recensement et fait quelques calculs, des chiffres stupéfiants apparaissent. 80% de la population américaine vit à l'est de cette ligne imaginaire. Les 20% restants vivent à l'ouest. Cela représente un Américain sur 5. Nous parlons ici de grandes régions métropolitaines, telles que Los Angeles, San Diego et San Francisco. Tu ne me crois pas? Il suffit de regarder une carte satellite nocturne des États-Unis. La partie droite, la côte est brille de mille feux, tu vois? Mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il un tel déséquilibre entre les populations? Pour faire simple, c'est de l'histoire géo. La côte Est est l'endroit où les États-Unis sont devenus indépendants en 1776. Il s'agit des 13 colonies d'origine. Assez rapidement, les colons ont commencé à se répandre vers l'Ouest. Une étape importante a été l'achat de la Louisiane. Aujourd'hui, cette région correspond à ce que nous appelons le Midwest. Et elle s'aligne parfaitement sur le bassin versant du Mississippi. Cela signifie qu'il y a beaucoup de terres fertiles, idéales pour l'agriculture. Mais cela signifie-t-il automatiquement un pic de population? Les données démographiques des États-Unis révèlent qu'une majorité de SS citoyens vivent soit sur la côte Est, soit sur la côte Ouest. Cela laisse une grande étendue pratiquement vide au milieu du pays. On l'appelle la ceinture sous-peuplée des États-Unis. Cette zone s'étend de la frontière canadienne au nord jusqu'au Mexique au sud.
La superficie totale de cette bande de terre est de 900 000 km². C'est 2 fois la taille de la Californie. Un territoire gigantesque. En fait, cette bande représente 12% des États-Unis contigus, soit les États-Unis sans l'Alaska et Hawaï. La ceinture traverse 7 États du nord au sud, mais sa population ne représente qu'1% du total des habitants des États-Unis. Cela ne veut pas dire que la région est complètement vide. Elle abrite un peu plus de 3 millions de personnes. C'est à peu près la population de la Jamaïque, mais il y aurait de la place pour beaucoup plus de résidents. Prenons l'exemple du Nigeria, Afrique de l'Ouest. Sa superficie totale est légèrement plus grande que celle de la zone dont nous parlons. Mais la population du Nigeria est énorme, 206 millions de personnes. Cela en fait le 7e pays le plus peuplé de la planète. Impressionnant, non? Mais pourquoi le Midwest des États-Unis n'est-il pas à la hauteur de son potentiel? Une dernière leçon d'histoire s'impose. J'ai déjà mentionné comment les États-Unis se sont étendus de la côte Est à la côte Ouest. Cela ne veut pas dire que l'Ouest était à la traîne. Prends par exemple les villes de San Francisco et de Los Angeles. Elles ont été constituées en 1850, soit seulement 13 ans après Chicago. L'année suivante, 1851, Portland, dans l'Oregon, a été intégré à son tour. Tu commences à comprendre. Et puis, en 1869, les États-Unis ont achevé la construction de leur premier chemin de fer transcontinental. En termes de transport, le pays était unifié. Il n'existe aucune raison historique pour justifier le fait que si peu de gens vivent dans le centre du pays. Maintenant, faisons un peu de géographie. Si tu regardes la carte physique des États-Unis, tu remarqueras que cette ceinture se trouve dans les Grandes Plaines. Comme son nom l'indique, la région est plate, ce qui devrait être idéal pour les grandes colonies. Mais en fait, ce n'est pas le cas. À l'est de cette région, il y a une énorme tache de couleur marron. Ce sont des montagnes, et pas n'importe quelle montagne. Il s'agit des Rocheuses. Cette chaîne est vieille d'environ 76 millions d'années. Plusieurs de ces sommets dépassent les 4200 mètres, et la majeure partie de la zone est constituée de parcs nationaux. Mais surtout, les Rocheuses jouent un rôle essentiel dans le climat de la région. As-tu déjà entendu parler de l'ombre pluviométrique ? Je vais t'expliquer. Les phénomènes météorologiques humides se forment au-dessus de l'océan Pacifique. Ils se déplacent ensuite vers l'est, où ils rencontrent les Rocheuses. L'air doit alors franchir les montagnes. C'est là qu'il se refroidit et se condense. Le résultat ? Beaucoup de pluie et de neige pour les personnes qui vivent à l'ouest de la chaîne. Et seulement quelques gouttes à l'est. Lorsque l'air en provenance du Pacifique atteint enfin les grandes plaines, il ne contient plus beaucoup d'humidité. En fait, l'air commence à absorber l'humidité des terres environnantes. Cela nous donne un climat aride à l'est des Rocheuses. Et c'est exactement là que se trouve cette zone si peu peuplée. C'est l'une des régions les plus sèches du pays. Alors quand les colons sont arrivés au 19e siècle, ils se sont dit « Non, je vais continuer vers l'ouest ». En plus, il y avait la ruée vers l'or en Californie. Le climat de cette partie des plaines n'est pas idéal pour l'agriculture, et les immenses changements de température de l'air n'aident pas non plus. En une seule journée, elles peuvent passer de 20 degrés Celsius à moins 1 degré Celsius. Ces changements soudains sont nocifs pour la santé humaine. C'est comme si tu entrais dans une pièce climatisée par une journée d'été torride. Ce n'est pas une sensation agréable. Le sud de la Californie a un climat sec assez semblable. Pourtant, près de 40 millions de personnes y vivent. Cela fait de la Californie l'État américain le plus peuplé. Leur secret ? Un vaste réseau de canaux d'irrigation et d'aqueducs, plus une part d'eau provenant du fleuve Colorado. Dans les grandes plaines, les étés sont très chauds, tandis que les hivers sont extrêmement froids. Les vents polaires sont à l'origine de ces conditions météorologiques extrêmes. Ils se déplacent le long de la crête des Rocheuses et descendent ensuite rapidement dans les plaines. Une journée d'hiver dans le Wyoming, par exemple, peut être agréablement douce le matin. Mais plus tard, dans l'après-midi, la température peut rapidement descendre en dessous de zéro. On ne sait jamais comment s'habiller. Qui voudrait venir s'installer ici ? C'est ce que se disent 99% des Américains. Comme nous aimons nous sentir à l'aise, nous choisissons de vivre dans des zones climatiques tempérées. Les endroits qui sont soit trop froids, soit trop chauds, sont généralement peu peuplés. Il suffit de regarder le continent habité le plus sec. Tu as bien deviné. C'est l'Australie. Près de 70% du pays est aride ou semi-aride.
c'est une façon subtile de dire que c'est un désert. Du coup, les Australiens sont regroupés dans les zones côtières. 90% d'entre eux vivent dans les grandes villes, Sydney, Melbourne et Perth. La seule exception est la capitale, Canberra. Ils l'ont construite à l'intérieur des terres, près d'une source d'eau. Mais l'intérieur de l'Australie est peu peuplé, tout comme les États-Unis. Il n'y a qu'une seule grande ville sur une superficie équivalente à 12 lacs Michigan, 700 000 km². Un grand coup de chapeau aux habitants d'Alice Springs. Ils vivent dans une véritable oasis. Et qu'en est-il des endroits au climat tempéré comme l'Europe? La population y est-elle uniformément répartie? Oui et non, selon les pays. En Allemagne, 77% des gens vivent dans des zones urbaines. Les grandes villes ne manquent pas. Berlin, Hambourg, Munich et Cologne comptent toutes plus d'1 million d'habitants. Mais regardons la France voisine. Combien de villes de plus d'1 million d'habitants peux-tu citer? Ok, Paris, sans aucun doute. Son aire métropolitaine compte plus de 12 millions d'habitants. Mais voici maintenant un fait stupéfiant. Les 2 villes suivantes sur la liste, Lyon et Marseille, ont une population d'à peine 2 millions d'habitants. Tu remarques l'énorme déséquilibre? C'est le cas dans la plupart des grands pays européens. En Grèce, par exemple, 35% de la population vit dans la capitale, Athènes. Le centre des États-Unis, largement sous-peuplé, n'est donc pas un exemple unique. L'Amérique est le pays de tous les possibles. Mais les chances de bien vivre sont plus grandes dans les grandes villes. Les 100 premières zones métropolitaines du pays représentent au moins les 3/4 du PIB, produit intérieur brut de la nation. Et la plupart d'entre elles sont situées sur les côtes Est et Ouest. Il n'y a aucune ville de plus d'1 million d'habitants dans la ceinture sous-peuplée des États-Unis. Un vestige d'une ancienne plaque tectonique est en mouvement sous l'Amérique du Nord, juste sous la partie sud de la zone de subduction de Cascadia. Ce n'est pas un simple débris inoffensif, c'est une vraie dalle de roche qui n'a jamais complètement disparu. Et comme elle continue de glisser là-dessous, elle pourrait ajouter une toute nouvelle couche de stress à une région déjà connue pour ses séismes dévastateurs. Tout a commencé avec des signaux étranges dans les données sismiques. C'est en quelque sorte la radiographie de la Terre. Les scientifiques envoient des ondes dans le sol et observent comment elles rebondissent. Ces ondes se comportaient bizarrement sous l'océan Pacifique, au large de la côte ouest des États-Unis. Au lieu de schémas lisses et prévisibles, les chercheurs ont repéré un bloc géant et cohérent en profondeur sous le fond marin qui bougeait différemment de tout ce qui l'entourait. Ça ne ressemblait pas à un glissement de terrain, ni à des débris épars, et ça ne se comportait pas comme une croûte océanique normale. C'est là que quelqu'un a osé poser la question à voix haute. Et si c'était quelque chose de bien plus ancien et bien plus grand que ce qu'on pensait? Certains chercheurs se sont sérieusement demandé s'il pouvait s'agir d'un vestige de continent perdu. Peut-être un fragment oublié de la Pangée, le supercontinent qui réunissait autrefois presque toutes les terres émergées. Techniquement, ce n'est pas totalement impossible. Les continents se brisent, s'enfoncent, s'étirent et disparaissent sur des millions d'années. Ce fragment était énorme, solide et de forme étrange, ce qui le rendait difficile à classer. Il ne rentrait dans aucune des catégories habituelles utilisées par les scientifiques pour expliquer les structures sous-marines. Puis est venue la lente et rigoureuse vérification. Les scientifiques ont rassemblé plus de données, de meilleurs modèles et des analyses plus poussées. Ils ont mesuré l'âge de la roche, étudié comment les ondes sismiques s'y propageaient et comparé son mouvement au déplacement de plaques connues. C'est là que tout a basculé. Ce n'était pas du tout un continent perdu. C'était quelque chose de tout aussi spectaculaire, mais bien plus dangereux. Un énorme fragment résiduel d'une ancienne plaque tectonique. Ce fragment s'est révélé être un survivant de la plaque Farallon. Cette plaque ancienne dominait autrefois le Pacifique, mais a été en grande partie engloutie en glissant sous l'Amérique du Nord il y a des millions d'années. La majeure partie a disparu dans le manteau terrestre. Mais tout ne s'est pas passé en douceur. Ce morceau a survécu comme une écharde qui n'a jamais complètement sombré. Les chercheurs l'ont baptisé le fragment Pioneer. Et le nom est bien choisi, car il explore un territoire dont on ignorait même l'existence. Et ce fragment ne dérive pas tranquillement sans danger. Il se déplace horizontalement sous l'Amérique du Nord, ce qui est à la fois étrange et dangereux en termes géologiques. Normalement, les plaques entrent en collision ou glissent les unes contre les autres de manière prévisible. Ce fragment se comporte comme une clé à molette coincée dans une machine déjà soumise à une pression extrême.
La côte ouest repose déjà sur des failles qui accumulent le stress, comme des élastiques tendus à l'extrême. Ajoutez une gigantesque dalle rocheuse en mouvement en dessous, et soudain, le système devient plus difficile à prévoir, plus difficile à modéliser, et beaucoup plus difficile à vivre sereinement. La région où se cache ce fragment effraie déjà les géologues. Il y a la faille de San Andreas, célèbre pour rompre sans prévenir. Il y a la zone de subduction de Cascadia, capable de produire des séismes si puissants qu'ils redéciment les côtes. Aujourd'hui, les scientifiques réalisent qu'il y a un acteur caché sous le fond de l'océan, quelque chose que les satellites ne voient pas et que les scientifiques ne peuvent pas observer directement. Ce fragment ne suit pas de règles simples et prévisibles. Imaginez empiler des dominos sur une table qui tremble déjà. Ils bougent lentement. Mais en géologie, un mouvement lent reste une force imparable. Et quand toute cette énergie accumulée sera enfin libérée, elle se moquera bien des plans d'évacuation et des normes de construction. Il y a aussi un problème de timing dont personne n'aime parler. Les processus géologiques ne suivent pas les horloges humaines. Le stress peut s'accumuler pendant des siècles et se relâcher en quelques secondes. Le fragment Pioneer pourrait déclencher quelque chose demain ou rester silencieux jusqu'à ce que des générations entières l'aient oublié. Cette incertitude rend la planification terriblement difficile. Des villes comme Los Angeles, San Francisco et Seattle se préparent déjà aux menaces sismiques connues. Désormais, les scientifiques doivent prendre en compte un système capable d'amplifier les catastrophes d'une façon que personne n'a jamais anticipée. Alors, les scientifiques se lancent dans une course pour mettre à jour leur modèle, améliorer l'imagerie sismique et comprendre comment ce fragment interagit avec les failles voisines. Ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher les séismes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est réduire les surprises. Et une chose est claire, parfois, les menaces les plus dangereuses ne viennent pas de l'espace, mais glissent silencieusement sous la mer. Une autre découverte récente d'une masse terrestre ancienne était bien moins spectaculaire, mais extrêmement importante pour la science. Tout a commencé par une opération de dragage de sable au large de l'Indonésie. Puis, les archéologues ont trouvé plus de 6000 fragments fossiles provenant d'une masse terrestre submergée datant de l'ère glaciaire. Parmi eux, des restes d'Homo erectus vieux de 140 000 ans. Cette seule découverte a obligé les scientifiques à repenser la façon dont les premiers humains vivaient, se déplaçaient et interagissaient en Asie du Sud-Est. Pendant longtemps, les chercheurs ont supposé que la population d'Homo erectus à Java vivait coupée du reste du monde. Mais ces fossiles dragués ont prouvé que Java n'était pas une île. Elle se trouvait en plein milieu d'une immense masse terrestre glaciaire appelée Sundaland. L'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, la Thaïlande et le Vietnam étaient tous reliés en un seul paysage gigantesque. Ce que nous appelons aujourd'hui des îles, comme Java, Sumatra, Bornéo et Bali, étaient reliés par d'immenses réseaux fluviaux qui rivalisaient probablement avec l'Amazone. Des forêts denses s'étendaient à perte de vue. Des animaux géants y circulaient librement, et de vastes plaines côtières existaient là où les vagues de l'océan se trouvent aujourd'hui. Et Homo erectus n'y a pas seulement survécu, il y a prospéré. Et non, ce n'était pas un désert de neige, contrairement à l'image qu'on se fait généralement de l'ère glaciaire. Le niveau des mers a chuté de plus de 120 mètres, car une énorme quantité d'eau était piégée dans les glaciers. Quand c'est arrivé, d'immenses portions du fond marin ont émergé à la surface, comme des pierres de guet naturelles. Les premiers humains n'avaient pas besoin de bateaux. Ils pouvaient littéralement marcher depuis l'Asie du Sud-Est continentale jusqu'à des endroits qu'on considère aujourd'hui comme des îles isolées. Ils se déplaçaient en pistant des animaux, en explorant des terres ouvertes et en suivant les sources de nourriture. Ça fonctionnait comme un gigantesque réseau routier préhistorique. Quand l'ère glaciaire a pris fin, les glaciers ont fondu comme des glaces oubliées sur un trottoir en plein soleil. Le niveau des mers a monté, lentement d'abord, puis rapidement. Les fleuves ont débordé. Les côtes ont disparu. Des paysages humains entiers ont sombré sous les vagues. Sur des milliers d'années, Sundaland s'est noyé. Et les peuples qui y vivaient ont dû s'adapter ou gagner les hauteurs. Aujourd'hui, les archéologues reconstituent ce monde perdu, os par os, artefact par artefact. Chaque nouvelle découverte, extraite du fond marin, nous rapproche d'une réécriture de l'histoire des premières migrations humaines. Étudier les masses terrestres submergées et les continents perdus est un travail qui prend des années. En 2017, des scientifiques ont fait une annonce qui a bouleversé cette vérité universelle, selon laquelle il y a 7 continents sur Terre. La découverte de Zelandia. L'histoire de Zelandia remonte directement au Gondwana, l'ancien supercontinent qui a commencé à se fragmenter il y a des centaines de millions d'années. Il y a environ 80 millions d'années, Zelandia s'en est détaché. Mais alors que l'Australie est restée en surface et que l'Antarctique a globalement tenu bon, Zelandia a lentement sombré.
Seule une petite partie est restée au-dessus du niveau de la mer, même si de nombreux géologues estiment qu'il mérite toujours le statut de continent à part entière. Ce petit bout visible aujourd'hui, c'est essentiellement la Nouvelle-Zélande, ainsi que quelques îles voisines qui appartenaient aussi à Zélandia. Fin 2025, les scientifiques avaient achevé la cartographie des 2 tiers nord, couvrant près de 5 millions de kilomètres carrés de terre submergée. Les chercheurs ont dragué des échantillons de roches depuis la ride de Fairway jusqu'à la mer de Corail. Ils ont remonté toutes sortes de matériaux, du grès à galets et à gravier, du grès à grains fins, de la roche argileuse, du calcaire bioclastique et même de la lave basaltique. Et ces roches provenaient de périodes radicalement différentes. En recoupant toutes ces données, les chercheurs ont fait une découverte majeure. L'étirement interne de Zélandia et de l'Antarctique occidental a aminci et fracturé la croûte d'une manière similaire à la subduction. Ces fractures ont laissé l'eau de mer s'engouffrer et contribué à former la mer de Tasman. Quelques millions d'années plus tard, l'Antarctique a continué à s'éloigner, étirant encore davantage la croûte de Zélandia jusqu'à ce qu'elle devienne si fine que l'engloutissement est devenu inévitable. Cela remet directement en question l'ancienne théorie selon laquelle Zélandia se serait fragmentée principalement par un mouvement de décrochement latéral. L'équipe pense aussi que la direction de cet étirement a pivoté de près de 65 degrés, ce qui a probablement contribué à amincir la croûte continentale bien plus que prévu.